On va poursuivre après le national et l'international. On va se recentrer sur le local, mais toujours parler de cette transition écologique et économique qui nous anime. Ce soir, j'ai demandé à 4 chefs d'entreprise isérois de me rejoindre sur scène. Sophie Catuogno, allez-y. Laurent Boidy, Mathieu Lefebvre et David Ravet. On peut les applaudir tous les 4. Sophie a oublié son chapeau, mais je le mets de côté. Ah! Alors, installez-vous, il y a 3 micros pour 4, normalement. Je ne sais pas où est le... Ah ben c'est bon, le 3e. On va faire un petit tour de table pour vous présenter et notamment présenter vos entreprises. On va commencer avec Sophie, qui est directrice de la société Stili. Ah bah oui, première de parole, il en faut bien une. Un petit mot sur cette entreprise familiale qui est spécialisée dans la chaudronnerie. Vous êtes basé à Sassenage. Vous l'avez d'ailleurs racheté à votre père il y a 6 ans. Absolument. Ça démarre par une belle histoire familiale. Donc mon père qui crée cette structure il y a 20 ans, ouvrier à la base, et puis qui décide de se mettre à son compte il y a 20 ans. Et on travaille dès le départ dans la décarbonation, puisque notre grande spécialité à ACS, c'est la fabrication de très belles pièces mécano-soudées dans l'hydroélectricité. Donc on connaît bien le domaine. Et puis il y a 1 an et demi, on a rencontré un peu des difficultés, comme beaucoup d'entre nous durant le Covid. Et puis on s'est posé des questions. On avait déjà envie de diversifier un petit peu nos fabrications. Et le volet, entre autres, de la filière hydrogène est sorti dans le cadre du plan de relance. Et puis on s'est dit qu'à un moment donné, cette filière, si on voulait qu'elle se développe et qu'elle s'industrialise, il fallait qu'il y ait des gens comme nous qui soient acteurs de cette standardisation et de cette industrialisation. Et en fait, on a créé Stili, donc style acier HY hydrogène, dont l'objectif va être d'accompagner le développement de cette belle filière de l'hydrogène, mais pas que, de la filière des biogaz, et justement soutenir l'indépendance de la France au niveau énergétique. Merci. Et donc, on a soumis un dossier à l'État et à la région de demande de subvention. Et ce dossier a été largement soutenu, et j'en remercie fortement l'État et la région, puisque on a obtenu une très belle subvention. Aujourd'hui, Stili est en train de se construire. On va être basé à Champagné avec de très jolis voisins, puisqu'on va être dans la même zone qu'Alédia, par exemple. Pour nous, c'est un très grand gap, puisque on va quadrupler nos surfaces. Stili, ça va être un atelier 4.0 qui va être dédié à l'environnement, où le RSE aura une grande place. On va tout faire pour qu'il y ait un mix énergétique. On va faire installer des panneaux solaires sur le toit pour essayer de travailler dans l'autoconsommation. On va récupérer la chaleur fatale qui va être créée par nos machines. On va essayer de réduire au maximum notre empreinte carbone, puisqu'on a investi dans des capex importants afin de pouvoir fabriquer le plus possible de choses en interne et éviter un maximum de transport. On va acheter des machines électriques. Voilà. En tout cas, on va essayer de vraiment soutenir notre belle planète dans cette phase de décarbonation. Et puis moi, le message que j'ai envie de donner, c'est que moi, j'y crois fortement, parce que économiquement, ça peut donner des idées à des entreprises comme la mienne. Aujourd'hui, il y a encore 1 an, on était 15 personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 20. D'ici 2025, on sera 50. Et l'objectif à 2030, c'est d'être une centaine de personnes. Et je vous cache pas que on est déjà sur le coup d'après. Et en fait, on souhaite devenir le groupe de la décarbonation au niveau métallique. Voilà. Allez, vous ne vouliez pas parler finalement. Je suis trop bavarde, pardon. On m'avait tout sorti d'un coup. Passionnée. Vous évoquiez le biogaz, ça tombe bien, c'est le domaine de prédilection de Mathieu Lefebvre, directeur général de Waga Énergie. 7 ans d'existence, cette jeune entreprise qui est basée dans la banlieue grenobloise, je crois, à Mélan.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà pour l'accueil. Bonsoir à tous. Donc Waga Énergie, jeune entreprise née de l'écosystème grenoblois. On est des anciens d'Air Liquide, les 3 cofondateurs, et très engagés pour essayer de trouver des solutions justement aux problématiques énergétiques et climatiques qui ont été mentionnées. Donc nous, le constat initial, c'est vraiment de traiter cette problématique de ressources d'énergie. L'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon sont des ressources finies, fossiles. Donc de toute façon, demain, il faudra avoir un mix qui sera très différent, basé sur des renouvelables décentralisés. Et dans ces renouvelables, il y a une énergie en particulier qui est absolument essentielle, c'est la biomasse. Et quand on cherche à valoriser l'énergie de la biomasse, c'est les gaz renouvelables, le biométhane plus spécifiquement. Et donc on a développé une technologie pour traiter un biogaz très particulier, c'est le biogaz qui est émis spontanément par les installations de stockage de nos déchets. Dans nos ordures ménagères, il y a des couches, il y a des restes de yaourt, etc. Et à l'échelle mondiale, ces déchets sont pour presque 80% d'entre eux stockés dans ce qu'on appelait avant une décharge, aujourd'hui une installation de stockage de déchets. C'est un des gros responsables du changement climatique, c'est-à-dire du réchauffement concret des températures aujourd'hui, puisque c'est des sites qui, en partie, dans les pays en voie de développement, émettent du méthane, un très très puissant gaz à effet de serre. Ce même méthane qui est essentiel dans la transition. Donc avec une rupture technologique qu'on a au départ inventée au sein d'Air Liquide, qui est à Sassenage, donc un leader mondial de l'ingénierie des gaz, on est capable de récupérer cette pollution, de la transformer et de produire du biométhane qui va substituer le gaz naturel. Donc on évite les émissions de gaz à effet de serre et on substitue un gaz fossile par une énergie renouvelable, son équivalent renouvelable, le biométhane. Et donc on a créé ça en sortant d'Air Liquide en 2015. La technologie a démontré ce qu'elle savait faire avec une première mondiale en 2017. Aujourd'hui, c'est près de 140 collaborateurs, des filiales au Canada, aux États-Unis, en Espagne, incessamment sous peu en Italie, en Angleterre, et avec notre objectif qui est très clair, c'est l'impact, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. On vise plus de 500 000 tonnes de CO2 évitées en 2026, et ça ne fait qu'augmenter dans les années qui suivent. Et la production d'énergie renouvelable, on espère produire 4 TWh en 2026 pour apporter notre pierre à l'édifice avec un marché qui est à 98% à l'international, puisqu'il est directement proportionnel à la population mondiale. Donc une société grenobloise qui commence à se déployer et qui est très industrielle, puisqu'on est dans la chaudronnerie. On s'appuie sur l'ensemble des chaudronniers du bassin pour construire ces usines à gaz qui sont positionnées ensuite sur les installations de stockage. Le terme est bien choisi, effectivement. Recycler donc des déchets en biogaz avec Waga Énergie. David Ravet, vous êtes le responsable développement de MTB Group ou MTB Recyclage, parce que vous êtes également dans le domaine du recyclage. Alors pas pour le gaz, mais plutôt sur les métaux particuliers. Tout à fait, effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Je représente Jean-Philippe Fusy, qui est le président de l'entreprise MTB et vice-président du MEDEF Isère auprès de Sophie, qui ne pouvait pas être malheureusement avec nous ce soir. Et effectivement, nous, on s'intéresse à des déchets qui sont un petit peu différents, qui sont plutôt des déchets industriels complexes à base de métaux. Nous, on existe depuis 40 ans maintenant en Nord-Isère. On a été créé à l'origine pour trouver des solutions de valorisation des câbles électriques, qui étaient en fait des déchets qui historiquement étaient brûlés. Donc un peu d'essence, une allumette. Et c'était le mode de valorisation pour récupérer le métal qui était contenu à l'intérieur. Et le fondateur de l'entreprise, il y a 40 ans, a eu l'idée de concevoir les premières technologies de broyage et de séparation de ces déchets. Ça n'existait pas, donc c'était une innovation. Et il a fait le choix à cette époque de pouvoir se mettre à la place de son client et de créer son propre site de recyclage. Et c'est une activité qui s'est déployée depuis 40 ans, qui s'est diversifiée avec un prisme particulier, c'est que on a notre propre activité de traitement de déchets qui nous sert de laboratoire et de showroom, et qui est un vrai site industriel puisqu'il a une capacité de 50 000 tonnes par an, et donc on est leader français du recyclage des câbles électriques et des métaux non ferreux. Et puis à côté de ça, on fabrique et on développe des solutions diverses et variées dans tous les domaines des déchets industriels que l'on va installer chez nos clients dans le monde entier. Donc on fait 90% d'approvisionnement de nos pièces effectivement en local, en France, 60% en Auvergne-Rhône-Alpes, et à côté de ça, on vend 80 à 90% de nos technologies à l'export. On est présent dans tous les pays quasiment du monde. On a 3500 lignes qui tournent actuellement. Et effectivement, quand on parle de transition, nous on est convaincus depuis de nombreuses années
je reprends un peu les termes qui ont été pris par M. Artus, qu'on est face à deux murs, un mur du réchauffement climatique et des émissions de CO2, et puis un autre de la ressource. Parce que tous nos clients qui viennent nous voir, généralement, se posent ces deux problèmes et se rendent compte que les produits que l'on va tous utiliser au quotidien ne sont pas forcément très bien recyclables. Donc c'est un challenge quotidien. Donc on est des techniciens, on est des passionnés, et donc c'est une équipe maintenant de presque 200 personnes. C'était une cinquantaine de collaborateurs il y a 10 ans. Et Jean-Philippe Fuzier, quand il a repris l'entreprise il y a 10 ans à son fondateur, il a investi 50 millions d'euros dans l'outil de production pour continuer à innover, trouver des solutions et faire en sorte d'apporter des voies de valorisation et surtout un espoir sur la façon de pouvoir intégrer l'économie circulaire dans le quotidien des futures générations, surtout parce que c'est avant tout pour nos enfants qu'on travaille. Et vous êtes basé à Saint-Chef, dans le Nord-Isère, qui est un très joli village de notre département. Dernière intervenante de cette table ronde, Laurent Boisdy. Alors vous dirigez certainement l'enseigne la plus connue des quatre, connue du grand public. En tout cas, j'imagine dans la salle aussi, un photo web qui est basé dans la banlieue grenobloise à Saint-Égrève. Tout à fait, oui. En fait, contrairement à mes petits collègues, je suis moins dans le recyclage et le développement durable à la base, puisqu'on est un site internet. On vend nos produits photos, nos livres photos, nos albums photos, nos calendriers, etc., que vous pouvez personnaliser avec vos souvenirs. On les fabrique et on les expédie. Donc on est. Vous transformez du numérique en papier. Oui, voilà, c'est effectivement ça. Pas très. C'est ça. Donc on a tout faux. On a tout faux. On a des pétaflops de stockage. On utilise beaucoup de bandes passantes. On fabrique ensuite des produits à base de papier. Le papier, c'est pas le pire, mais en tout cas, après, on envoie plus d'1,5 million de colis par an partout en Europe. Donc voilà, autant vous dire qu'on a du challenge. Mais on aime ça. On est assez jeune. On n'a que 20 ans. On est né dans la région. On est une petite ETI ou une grosse PME puisqu'on tourne autour de un peu plus de 200 salariés. On fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on est convaincu que... alors déjà, même pour la survie même de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est convaincu que si on ne change pas notre business model, si on reste sur ce que l'on fait, à terme, on n'aura plus de clients qui voudront acheter des produits s'ils ne sont pas vertueux ou verts. On sait aussi qu'on n'aura plus de salariés, parce qu'en fait, on ne va pas recruter les talents, et on a besoin de talents. Quand vous êtes sur Internet, vous êtes dans une compétition permanente qui est live. Donc on est obligé de recruter des bons, et si vous faites des produits un peu pourris, vous n'allez pas recruter les nouvelles générations. Même quand vous sortez HEC, avant on rêvait tous d'aller chez L'Oréal ou chez Coca, maintenant il n'y en a plus un qui veut y aller. Donc imaginez des ETI comme les nôtres si on n'est pas vertueux. Donc il faut les attirer avec une vraie vision d'entreprise, une transformation de l'entreprise pour pouvoir continuer à survivre. Donc on a des vrais enjeux salariaux, des enjeux aussi de clients, et puis aussi dans la vie de l'entreprise, on a besoin de savoir que demain, ce que l'on fait aujourd'hui pour les générations de demain, c'est plutôt propre. Donc en fait, le gros travail que l'on est obligé de faire, c'est de imaginer notre nouveau business model. Qu'est-ce qu'on va devoir abandonner demain, des choses que l'on fait aujourd'hui qu'on va devoir arrêter, dans des lignes de chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, par contre, pour sortir d'un système volumique. Puisqu'on fait, nous, notre course, c'était génial, on a passé le million de colis, génial, on a passé 1,5 million de colis. Mais en fait, on va devoir arrêter ça. Par contre, on va passer sur un système serviciel parce qu'il faut qu'on continue à gagner de l'argent pour pouvoir nourrir nos 200 familles. Donc voilà, c'est tout l'enjeu d'une entreprise comme la nôtre. Alors on a compris qu'effectivement, ce n'était pas l'activité la plus vertueuse de cette table ronde PhotoWeb aujourd'hui. Et pourtant, vous faites partie des 150 entreprises françaises qui sont impliquées dans la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui est en cours en ce moment. En quoi ça consiste ? Alors on est 150 entreprises, 300 personnes, donc à chaque fois on a un binôme par entreprise. On est d'ailleurs David qui travaille à la CEC et puis quelques personnes dans la salle. On est 12 entreprises grenobloises sur 150, on est bien représentés. On se réunit à peu près toutes les 6 semaines à 8 semaines et on travaille sur justement cette feuille de route à 2030 pour travailler sur le repositionnement de nos 150 entreprises. Se poser les bonnes questions, aller très très loin dans la réflexion pour peut-être après redescendre un petit peu parce que malgré tout, il ne faut pas non plus qu'on meure in fine. Et on va produire donc la semaine prochaine, c'est la dernière session de la CEC, on va produire 150 feuilles de route qui vont être publiées officiellement sur l'engagement de ces 150 entreprises sur la redirection de leur business model. David, vous aussi effectivement avec MTB Group, vous faites partie de cette CEC.
Tout à fait, effectivement. Alors même si effectivement, comme vous l'avez compris, on pourrait considérer que nous, dans notre domaine d'activité, qui est l'économie circulaire, le recyclage, on pourrait considérer qu'on a déjà fait notre chemin et notre dû. Mais malgré tout, on est très engagé, notamment auprès des autres 150 entreprises, parce que on considère que même dans notre domaine d'activité, on a par exemple l'activité de fabrication d'équipements de recyclage. C'est une activité qui jusqu'à présent était linéaire, c'est-à-dire qu'on fabrique, on vend, les équipements sont utilisés, ils ont une fin de vie. Et donc on est en train de travailler, nous dans notre redirection en fait va concerner plutôt l'économie servicielle également, sur le rétrofit de nos machines, la location, le fait d'accompagner les clients justement pour améliorer leur capacité à recycler des produits de plus en plus complexes. Et puis fort de notre 40 ans d'expérience, nous on se dit qu'on a peut-être un petit apport à donner auprès des industriels justement sur la partie éco-conception par la recyclabilité. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont amenés à fabriquer des produits sur l'importance en fait de la conception, de la réflexion en amont pour identifier les problématiques de ressources, l'intensité matière qu'on va y mettre, et puis la capacité qu'on aura à recycler ces produits dans le futur, sans imaginer des process qui soient trop avec des. Alors on parlait du CEA tout à l'heure, mais avec des TRL qui sont encore trop bas. Dans le domaine du recyclage, c'est une industrie qui est en train de se créer, qui évolue tous les jours, mais qui ne fait pas de magie non plus. Donc on ne peut pas non plus tout recycler n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Donc il faut que, et techniquement et économiquement, on puisse le faire. Sophie, il n'y a pas que les grosses ou moyennes entreprises qui ont leur rôle à jouer pour aider à cette problématique climatique qui nous attend dans les années à venir. Une petite société comme la vôtre, petite entreprise familiale, a également des choses à faire valoir. Absolument. Enfin, c'est sûr pourquoi je suis là ce soir, pour en témoigner, parce que je pense que chacun, avec les tailles d'entreprise qu'on a, on a des choses à faire qui coûtent pas forcément grand-chose. Réfléchir à l'éco-conception de ces produits, réfléchir à la gestion de ces déchets au quotidien, essayer de réfléchir aussi à la mobilité de nos salariés. Enfin, je pense qu'il y a plein de réflexions qui coûtent pas forcément une fortune, mais qui font que tous ensemble, on va y arriver. Laurent évoquait un changement d'attente des salariés, justement par rapport à ces données environnementales. Vous le ressentez aussi, vous, à votre niveau ? Complètement, puisque avec Stylion, on est en train d'embaucher une trentaine de personnes et on ressent complètement que aujourd'hui, les salariés, ce dont ils ont envie, c'est de donner un sens à leur vie professionnelle. Ils sont pas là uniquement pour gagner leur vie. Je vous donne un exemple qui m'a un peu stupéfait. Il me paraît même incroyable à raconter. J'ai un jeune ingénieur qui vient de sortir d'école et qui vient me voir pour me présenter sa candidature. L'entretien se déroule très bien et puis à la fin, je lui dis voilà, quelles sont vos prétentions ? Il me dit écoutez, moi votre projet, je le trouve tellement formidable. Pour l'instant, je suis chez papa-maman. J'ai pas besoin de grand chose, donc je sais que vous êtes une petite structure, vous avez besoin de vous développer et vous avez besoin d'argent pour ça. Et proposez-moi ce que vous voulez et je prendrai. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Il m'a il m'a même mis mal à l'aise, mais j'étais contente, c'était chouette. Bon, il y a peut-être beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient avoir le. Alors ça a été la seule fois, je vous rassure. Mais par contre, on sent un engouement parce que malgré tout, là où je suis contente, c'est qu'on a réussi à rendre glamour des métiers qui n'étaient pas forcément. La métallurgie, c'est pas forcément le métier le plus glamour qui soit. Et en utilisant cette matière première pour développer une filière d'hydrogène et de gaz et biogaz, etc. Je trouve que c'est un cercle vertueux et ça donne un nouveau sens à notre travail. Et je peux vous certifier que j'ai des candidats qui viennent me voir spontanément. Et on vit quelque chose d'extraordinaire. L'industrie est en train de prendre un autre visage et moi je trouve ça formidable. Je me régale au quotidien. Voilà. Mathieu, je crois que vous, il y avait un. Ça plaît le côté fixez-moi le salaire et j'accepte, quelles que soient les conditions. Mathieu, il y avait un côté militant, je crois, de votre part dès le début quand vous vous êtes lancé dans cette aventure de Waga Énergie. C'est clair, nous on se définit comme des militants du gaz renouvelable, donc, parce qu'on considère qu'avec cette solution, c'est probablement une des plus efficaces aujourd'hui pour avoir de l'impact. Donc on est dans une position qui est extrêmement favorable, puisqu'on est créé récemment à une fin qui est une fin de bon sens aujourd'hui. Je pense que tout le monde l'a bien compris, mais sinon je vais le répéter encore, mais on est face à
un challenge absolument massif de modification radicale de toutes nos infrastructures énergétiques, en termes de production, de distribution, de consommation. Donc tout est à faire. Donc ça, c'est déjà assez réjouissant, parce qu'on peut se dire, soit on le subit, soit on est volontaire. Nous, on apporte une solution à un problème qui est bien identifié. Et donc, il y a un engagement des équipes qui est absolument génial, une énergie extrêmement positive pour déployer ça. Donc, à la fois, c'est attractif. Alors, autre anecdote, sur un des cadres clés, par rapport à l'intérêt du projet, la personne a divisé par 2 son salaire pour venir. Parce que, alors, vous aussi. c'est possible, je pense, dans des jeunes entreprises. Il y a aussi un intéressement au capital. On peut mettre en place, quand on est une jeune entreprise, une gouvernance adaptée, je dirais, au XXIe siècle. Et voilà, tout ce qui se fait, on essaie de faire au mieux par rapport à la gouvernance, au social, à l'environnemental. Ça crée cette dynamique, cet engouement. Et alors, juste un détail, mais donc on est rentré en bourse à la fin de l'année dernière. Lever un peu d'argent pour pouvoir déployer la solution. Et donc, on commence aussi à comprendre l'attente des marchés. L'aspect ESG a été déterminant, très clairement. Et quand je vois l'ensemble des contraintes qui sont imposées aux entreprises ou qui seront imposées à partir de 2023 par rapport aux règles qui ont été publiées en juillet dernier à l'ensemble des entreprises de plus de 500 salariés, etc., je ne sais pas comment les entreprises préexistantes vont faire. Honnêtement, ça va être un sacré challenge. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance d'avoir récemment créé Waga et d'avoir des notes ESG extrêmement positives, mais la transformation est beaucoup plus dure que la création finalement dans ce monde changeant. Ouais. On parlait de l'attractivité pour les salariés, puis leurs attentes. Il y a plein de petites choses que vous mettez en place. Chez Waga, par exemple, gagner de l'argent rien qu'en allant au boulot le matin en vélo. Alors oui, évidemment, quand on parlait des problématiques d'énergie, c'est sûr qu'entre une voiture et un vélo électrique, c'est une division par 500 de la consommation. Donc il faut évidemment réduire la consommation, ce qui ne signifie pas nécessairement un moindre bonheur. Donc il y a cet intéressement qu'on a essayé de maximiser le plus possible pour venir au vélo, et puis tout un tas d'autres moyens d'intéresser les salariés. Un autre en particulier peut-être. L'objectif, c'est d'aller vite, d'avoir de l'impact, et donc de multiplier les Wagabox, qui sont notre technologie. Tous les salariés sont intéressés, puisque tous contribuent dans un modèle d'affaires qui est particulier, puisqu'on développe, on conçoit, on investit, on construit, on exploite ces usines dans le monde entier. Tous les salariés sont intéressés à l'investissement des nouveaux projets, sur le capital investi dans ces nouveaux actifs dont vous parliez, les actifs du futur. Et donc ça permet d'avoir un collectif extrêmement solide autour d'un objectif qui est très bien défini, qui est le climat. Laurent, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est un peu contre-intuitif pour un chef d'entreprise. Il va falloir moins produire, moins vendre, donc sous-entendu moins de chiffre d'affaires. Quand on est dans un business comme... J'ai pas dit ça. En tout cas, trouver un autre modèle économique pour faire autant de chiffre d'affaires. Mais vous êtes dans un domaine, le e-commerce, où l'attente des clients, on commande sur Internet, on veut pratiquement le lendemain matin avoir son produit sous le paillasson. Il va falloir aussi peut-être que vos clients ou la population change un peu ses attentes. Oui, c'est ça. C'est que tout l'enjeu, il est tout seul, on fera rien, ou tout seul, on mourra aussi, parce que sinon, on a besoin de nos fournisseurs pour avoir des bonnes matières premières. Après, nous, il faut qu'on les fasse bien. Mais aussi, il faut que nos clients ils comprennent pourquoi on le fait, pourquoi peut-être c'est un petit peu plus cher, pourquoi on leur demande quand ils payent un petit peu plus cher, parce qu'une part va partir à essayer de régénérer le système Terre en finançant des programmes de reforestation ou d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'il peut peut-être attendre 5 jours pour faire son produit plutôt que de l'avoir demain? C'est peut-être pas très grave qu'il est dans 5 jours en fait. Il faut qu'il comprenne pourquoi il va attendre 5 jours. Et si mon concurrent lui promet toujours les 24 heures, je peux avoir un problème. Donc il faut vraiment qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'en venant chez moi déjà c'est mieux et que c'est pas très grave s'il attend 5 jours. Et puis derrière quand moi j'expédie ces colis, il faut que je trouve aussi les bons partenaires avec demain des camions verts. Grenoble est une ville moteur là-dessus et en fait elle nous contraint mais en même temps elle nous fait avancer. Et on a besoin de l'écosystème pour y arriver, sinon ça ne marche pas. Et l'écosystème, quand il se met en place, il est aussi 10 fois plus puissant, ce que disait Monsieur Artus. Et aussi, quand on fait l'effort ensemble,
l'effort il est moins dur que si on rame tout seul dans son coin à essayer à s'intégrer, de transformer les choses. Voilà, il faut qu'on s'entoure de tout le monde, que tout le monde comprenne le projet, et derrière on espère que ça va dérouler. Mais le client, il est quand même clé dans ce triangle, hein. Il y a le législateur, il y a les entreprises et il y a le consommateur. Et tout ça, faut que ça se mette en musique, sinon ça prendra Il faut pas. que les trois soient en phase. Ouais. Patrick Artus évoquait tout à l'heure le coût de la transition écologique. David, vous aussi, vous êtes dans un domaine très concurrentiel à l'international. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, avec la volonté de produire essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou localement. J'imagine que c'est plus cher que ce que peuvent faire vos concurrents. Comment vous arrivez à résoudre l'équation ? Difficilement. Difficilement, mais en même temps, on se rend compte avec les années que les choix qui, à l'origine, n'étaient pas forcément imaginés, pensés sous cet angle-là, simplement par plutôt un prisme de bon père de famille, d'envie de travailler avec ses voisins et de pouvoir justement faire profiter et partager la valeur au sein de l'activité, puisque lorsqu'on a commencé l'activité, quand je dis on, moi j'y étais pas parce que c'est au début des années 80, il y avait 15 personnes chez MTB, et donc on avait plus de commodité à travailler avec le mécano-soudeur qui est juste à côté, et puis c'était en fait la façon dont travaillaient les artisans, on travaillait en proximité. Et ce prisme-là, on l'a gardé malgré la croissance de l'entreprise et les enjeux qu'on avait sur les marchés internationaux. Effectivement à contre-courant de nos concurrents, qui étaient plutôt des concurrents allemands, qui très très vite sont allés chercher dans les pays de l'Est, en Asie, des solutions bien moins chères, et donc ils étaient bien plus performants économiquement que nous. Mais nous, on avait fait ce choix de la qualité, et donc on a dû se battre sur un aspect, une de nos valeurs, c'est le premium. C'est qu'en fait, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un marché aux États-Unis, c'est notre premier marché d'export. On est leader sur le domaine des non-ferreux là-bas. On a 80% de part de marché. On a mis 20 ans à le faire. C'est 20 ans d'efforts, de déplacements multiples. Notre président, M. Fusier, est passé un mi-temps quasiment là-bas, en mettant en place des stocks de pièces, beaucoup de qualité, justement pour lutter contre ce différentiel de prix, ce signal prix qui était à notre défaveur, parce qu'en plus on avait le défaut d'être français, donc pas forcément assimilé à des gens très rigoureux vis-à-vis de la réputation allemande. Et au final, en fait, quand vous êtes capable de démontrer que vous êtes performant, que vous êtes qualitatif, que vous avez du service, vous arrivez quand même à maintenir, en tout cas dans notre domaine, une différentiel de prix qui a fait qu'on était considérés comme des gens performants en termes de process et capables de justifier un surcoût. Et aujourd'hui, on se rend compte que, à contrario, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire que la plupart de nos concurrents reviennent relocaliser dans leur pays parce qu'ils ont eu des problèmes de coûts, de délais, de qualité, de non-livraison complète avec toutes les perturbations qu'on a pu connaître ces derniers temps. Et nous, on a réussi à souder en fait un écosystème. On parlait de collectif. On a un écosystème de plus de 200 co-traitants, sous-traitants, et en fait, c'est des partenaires. C'est pas des sous-traitants pour nous, et qui du coup mouillent la chemise aussi quand il faut pouvoir justement trouver des solutions, faire des anticipations de stock, discuter sur les carnets de commandes. La visibilité qu'on a, nous, elle est d'à peu près un an et demi. Et justement, tout ça joue aussi en notre faveur aujourd'hui. Et donc c'est du gagnant-gagnant, mais c'est du long terme. C'est effectivement une vision qui n'est pas sur le court terme de faire un coup spot et de gagner quelques points sur un achat, mais de se dire qu'on investit sur le long terme. On a un partenaire, alors qui n'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec qui on travaille depuis 20 ans sur tout ce qui est système de convoyage. Et en fait, il a démarré tout petit, et aujourd'hui, on ne considère pas qu'on pourrait faire une usine sans lui. Mais par contre, du coup, il a grandi, il a triplé, quadruplé ses effectifs, en même temps qu'on grandissait. Donc c'est le principe du gagnant-gagnant et de la bienveillance. Donc on essaye de l'appliquer au quotidien avec nos partenaires. Sophie, je crois que chez vous aussi, il y a une stratégie d'achat éco-responsable, de rester dans le tissu qui est plutôt dynamique de notre région. J'avais l'impression de m'entendre parler. J'ai plus grand chose à dire, mis à part que nous, c'est historique. On a toujours fait ce choix d'avoir des fournisseurs et sous-traitants locaux, et ça changera certainement jamais, parce que c'est une vraie volonté. Moi, je pense qu'on a de très bons professionnels localement. Donc effectivement, on n'est pas connu pour être les moins chers, mais depuis toujours. Mais en attendant, on est connu pour la qualité de nos produits, puis notre réactivité et justement la fidélité qu'on a envers nos partenaires et pas nos fournisseurs, parce que moi je considère mes clients et mes fournisseurs comme mes partenaires.
c'est que on joue tous le jeu, et quand à un moment donné on a besoin d'aller plus vite et puis de faire des efforts, on en fait tous pour justement remporter des marchés, et c'est ça qui est formidable, c'est un effort collectif. Et vous sentez que les chefs d'entreprise ont changé un peu leur approche ces dernières années Alors Pas tous. j'aurais tendance à dire particulièrement les gros donneurs d'ordre aussi, où on souffrait beaucoup. Le Covid a tout changé, de toute façon, on va se parler franchement. La concurrence internationale pour les chaudronniers que nous sommes était particulièrement compliquée. Et puis, on s'est rendu compte on s'est rendu compte qu'on avait des entreprises et des industries extraordinaires sur notre territoire, et je ne parle pas que de nous. Moi, je trouve qu'on a une chance extraordinaire en Isère. On a des entreprises fabuleuses. Pourquoi aller voir ailleurs ? Et justement, pour ne pas être dépendants, soyons dépendants tous les uns des autres plutôt que d'autres territoires. Bon, il y a eu moins un effet positif du Covid pour l'économie française et régionale. Pour clore cette table ronde, Mathieu, puisqu'on parlait des coûts, est-ce que votre biogaz, par exemple, coûte plus cher ou moins cher à produire que, au hasard, le gaz russe ? Alors c'est la raison pour laquelle on a créé Waga. Vraiment, je voudrais juste rebondir sur le débat précédent. Nous, on est vraiment le fruit d'un écosystème local, et dans les critères du développement durable qu'on intègre complètement, on est évidemment totalement dépendant de l'ensemble de nos sous-traitants, chaudronniers, industriels. L'essentiel des Wagabox sont construits localement, et je pense que c'est extrêmement résilient, en fait. En tout cas, la crise nous l'a montré. Sur le prix, si on veut effectivement que ce biométhane puisse se déployer au niveau mondial, il faut être compétitif du marché. Et alors là, on a vu toutes les couleurs depuis 7 ans. Quand on a créé Waga, donc le prix moyen ces 20 dernières années ou 30 dernières années, c'était autour de 20 € du mégawattheure, le prix spot du gaz. Et on s'était dit, gaz fatal, produit en quantité importante dans un certain nombre de pays, en le récupérant et en étant assez efficace, en ayant une structure capable de produire des petites unités décentralisées, spécialisées dans ce domaine-là, on doit pouvoir produire un biométhane commercialisable en dehors des mécanismes de soutien. Puisqu'il faut voir qu'il y a quand même assez peu de pays dans le monde qui soutiennent les énergies renouvelables. Donc comment sortir de ces politiques publiques qui sont relativement erratiques en fonction de la grogne sociale, de la couleur politique, etc. Et on a réussi, il y a 18 mois, à signer un premier contrat en Europe sur une base marchande, c'est-à-dire une base volontaire d'un industriel qui s'est dit, je vous signe pour 10 ans un contrat d'achat de ce biométhane. On était hyper fiers, c'était la raison pour laquelle on avait créé Waga, donc c'était un super aboutissement. Le gaz à ce moment-là était à 7 € du mégawattheure. Et puis depuis, il y a eu la sortie du Covid, avec des prix d'énergie qui ont commencé à augmenter, et puis la crise en Ukraine. Donc là, le gaz, c'était 200 € par mégawattheure, x 10. Notre contrat d'il y a 18 mois, il est ridicule. Et en fait, ce biométhane, effectivement, est compétitif, et c'est pour ça qu'on veut le déployer, y compris dans des zones qui sont non subventionnées. Et c'est en apportant en fait une visibilité long terme, donc sur 10, 15, 20 ans, aux industriels, que ce soit les grands transporteurs ou les grands industriels qui ont besoin de ces chaînes hydrocarbonées, ce méthane, qu'ils vont pouvoir faire des investissements et continuer à déployer leurs entreprises. Donc oui, il est compétitif. Aujourd'hui, il est ultra compétitif. L'État gagne pas mal d'argent sur notre biométhane puisqu'on est sur des tarifs régulés bien en dessous du spot. Donc c'est possible. Et alors quand j'entends les perspectives de M. Artus sur le baril à 200 €, je pense qu'il va le rester pendant un moment. Bon, voilà, il y a en tout cas localement des initiatives et des exemples réjouissants qui vont peut-être balancer un petit peu par rapport à la sensation qu'on avait des années à venir. Merci tous les quatre d'être venus apporter